KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Ce n'est point du côté de la science, mais du côté de l'art que l'ordre de Saint-Benoît doit s'orienter. S'il veut conserver la loi de son ancien renom, il faut qu'il recrute des artistes pour rénover l'art religieux qui s'anime. Il faut qu'il obtienne pour la littérature et pour les arts les résultats qu'ont obtenus Dong et Ranger pour la liturgie et Dom Pothier pour le chant. L'abbé de Solesmes, lui, l'a bien compris, et il a aiguillé quand il l'a pu sur cette voie. Il avait parmi ses moines un architecte de talent. Il le chargea de construire les nouveaux bâtiments du monastère, et Dom Maillet a taillé dans un granit un monument admirable de simplesse et de force, la seule œuvre d'architecture monastique qui ait été créée dans notre temps. Il faudrait maintenant des littérateurs, des statuaires, des peintres. Il faudrait en un mot reprendre non la tradition de Saint-Maur, mais celle de Cluny. Il est vrai qu'à mon humble avis, ce sera beaucoup plus avec l'oblature qu'avec la paternité que se réalisera ce dessin. Peut-être avez-vous raison. Et cette question d'art mise de côté, vous me laisserez vous dire que la préférence que vous attribuez à la piété sur l'intelligence dans une abbaye ne se justifie guère. Car enfin, rien n'est plus hasardeux que d'accepter comme père un homme inintelligent sous le prétexte qu'il vit en Dieu. La piété, la sainteté même, peuvent en effet disparaître, mais la bêtise, elle reste. Au fond, la discussion est bien vaine lorsqu'on y songe, car l'avenir de l'ordre est menacé par des dangers autrement graves que ceux dont nous venons de causer. Malgré l'optimisme du père abbé, j'ai grand peur que ces moines ne soient prochainement dispersés, jetés à la porte de France. Il n'y a donc pour eux qu'à prier au jour le jour en attendant la catastrophe. « Hélas !» s'exclama M. Lampre. Ils se séparèrent. Durtal réfléchissait en se promenant. Il est étonnant tout de même, ce brave M. Lampre. Il ne peut se convaincre que le monastère est un microcosme, un diminutif de la société, une image en réduction de la vie commune. Il ne peut pas n'y voir que des Saint-Benoît et des Saint-Bernard dans un couvent, pas plus qu'il ne peut y voir que des gens de génie ou de talent dans le monde. Les médiocres sont nécessaires pour accomplir de médiocres labeurs. Il en a toujours été ainsi, et il en sera toujours ainsi. On nous rabâche constamment la grandeur des cénobites de Saint-Maur, mais combien parmi eux n'étaient ni des érudits, ni des chercheurs? Combien, en accomplissant de serviles besognes, ont permis aux Mabillons de travailler en paix, et les ont aussi appuyés, soutenus du renfort de leurs prières? Enfin, où, dans quelle classe de la société, Monsieur Lampre trouvera-t-il un assemblage de vertus pareilles à celles de notre cloître? Car il n'y a que des moines fervents ici. Je ne parle même pas du père abbé, de Don de Fauneuve, de Don Felletin, mais aussi des autres religieux. Qu'il y ait parmi eux des ignares et des incapables, c'est entendu. Ils n'en sont pas moins d'excellents prêtres. Puis avant de les honnir, il siérait de savoir si justement notre Seigneur ne se plaît pas davantage dans ces âmes qui échappent au péril de l'esprit et au danger d'une orgueilleuse science. Et les novices, quels êtres charmants! Lorsque je vois ce gosse de 17 ans, ce petit frère blanche avec sa bonne grosse figure si franche, ses yeux si limpides, son rire si frais, je m'imagine quelle est l'innocence de cette âme imprégnée jusque dans ses plus secrètes fibres de la joie de Dieu. Et il n'est pas le seul de son espèce. Combien dans ce noviciat, d'aussi délicieusement ingénu, d'aussi délicatement pieux? Et Durtal poursuivait seul sur la route. Il y a une observation qui ne trompe guère. Un novice arrive. Regardez-le. Il est quelconque. Il a une figure brouillée, les yeux comme le premier venu. Attendez quelques semaines. Laissez passer la phase d'ennui lourd, la crise de tedium vitae, qui dure pour les uns 15 jours, pour les autres moins ou plus, car presque tous ont à franchir cette étape et on les prévient, car il n'existe aucun moyen de la leur éviter. Eh bien, une fois cet accès de spleen terminé, le visage est méconnaissable,
Il s'est éclairci, nettoyé en quelque sorte. Ou plutôt ce qui le rend si différent, ce sont les yeux. L'on pourrait presque reconnaître à ce seul changement s'il y a chance de vocation. C'est à la clarté spéciale de la prunelle que cela se discerne. Il semblerait vraiment que le cloître a filtré l'eau du regard qui était trouble auparavant, qu'il l'a débarrassé des graviers qui déposèrent les images du monde. C'est très curieux. Et ceux qu'ils sont alors joyeux, ces enfants, ils ne savent rien de l'existence pour la plupart. Ils fleuriront tout doucement, abrités dans une admirable serre, sur un terreau préparé, loin des gelées et à l'abri du vent. Ça n'empêchera parbleu pas le démon de les attaquer tel qu'un ver dans leurs racines, mais les horticulteurs d'ici sont habiles, et le père de Fauneuve et Don Felletin ont de vieux secrets de métier pour les guérir. « Mon Dieu, que je suis bête !» s'écria-t-il tout à coup en s'arrêtant sur place. « J'ai oublié la commission dont la mère Bavoile m'avait chargé. Il faut que je retourne au monastère. » Il revint sur ses pas et échangea un bonjour dans la porterie avec le frère Arsène, un convers qui cumulait des fonctions de tailleur et de concierge de l'abbaye. « Est-ce que le père pharmacien est là ?»« Bien sûr, monsieur Durtal. Quand il n'y a pas d'office, il cuisine ses herbes dans sa chambre. Il n'en bouge pas. » Afin de permettre aux paysannes d'entrer à la pharmacie qui exécutait pour la gloire de Dieu leurs ordonnances, la cellule du père Philogone Minet était située près de la porterie, hors de la clôture. Durtal tourna le loquet, mais malgré l'assurance du frère Arsène, la pièce était vide. Pensant que le moine n'était pas loin, Durtal s'assit sur une chaise de paille et s'amusa à inventorier ce taudis. C'était bien le capharnaüm le plus bizarre que l'on pût rêver. Ce réduit, badigeonné au lait de chaux, était une ancienne cuisine, munie encore de son fourneau sur lequel mijotaient en des casseroles de cuivre d'inquiétants bouillons. Sur toute une partie des cloisons, des rayons de bois blanc contenaient des paquets étiquetés et des fioles. En face de la fenêtre, dont les blessures des vitres étaient pansées avec des étoiles de papier, une courtine de crétonne grasse ainsi qu'un torchon cachait un petit lit de fer auprès duquel, sur le coffre d'une machine à coudre hors d'usage, était posée une cuvette et au-dessous une cruche de grès calée par un bout de bois sur le carreau creusé, mais où l'ingéniosité du père se remarquait. C'était dans une série de détails cocasses. D'une ancienne balance à fil qu'il avait suspendue à une latte de bois sortant du mur, il avait fait un porte-savon. Il mettait un morceau égal sur chaque plateau et il usait alternativement les deux morceaux, un jour l'un, un jour l'autre, pour conserver l'équilibre. La tige fixée dans la pierre de la muraille par un adroit système de pitons et de pointes était hérissée de clous accrochés auxquels séchaient des serviettes. Aucun espace n'était perdu dans cette cahute. Des planches grimpaient en des étages incohérents sur des traverses. Elles formaient en face des rayons remplis de paquets et de bocaux, des casiers dont aucun ne se ressemblait. Elles tenaient, on ne savait comme, sur des tasseaux rafistolés, se rejoignaient parfois, lorsqu'elles n'étaient pas trop éloignées les unes des autres, par des lames ajoutées de carton, et c'était dessus un méli-mélo de flacons et de statuettes pieuses. D'antiques gravures et de modernes images en couleur étaient collées sur la hotte du fourneau, si enfumées que l'on ne distinguait plus les figures. Et des ustensiles baroques, des matras et des cornues, des lampes avariées, des bouteilles en vidange, des mortiers et des bassins traînaient avec du charbon sous une couche de poussière dans tous les coins. C'est égal, pensait Durtal, lorsqu'avant de se révéler bénédictin, le père Minet gérait une pharmacie à Paris. Quelle clientèle pouvait-il avoir si son magasin était dans un tel état de saleté et de désordre ? Le voilà, se dit-il en entendant un traînement de pieds et un bruit écrasé de savates. Le moine entra. Il était le doyen du couvent, plus âgé encore que le père abbé, car il avait dépassé les 82 ans, ainsi que sur la souche oubliée d'un très vieil arbre, des lentilles, des lichens, des loupes lui poussaient sur le crâne. Ses yeux évoquaient l'idée de vitres passées au blanc d'Espagne, car il était obscurci par des pellicules blanches d'étai.
Le nez se recourbait sur une bouche restée ferme et crénelée de dents. Le teint était frais et pas trop craquelé sur les joues de rides. À part sa vue qui se voilait et ses jambes qui fléchissaient, il se portait à merveille. L'ouïe était intacte. La parole demeurait facile. Aucune des infirmités des octogénaires ne l'avait atteint. Il était à la fois d'aspect vénérable et burlesque. On l'appelait dans le cloître don alchimiste. Donc il cherchait la pierre philosophale à laquelle il croyait pourtant, mais la bizarrerie de ses allures, sa façon d'être constamment dans la lune, ses études sur la pharmacopée du Moyen-Âge, sa colère contre les ordonnances des médecins modernes, son mépris des nouvelles substances, justifiaient jusqu'à un certain point ce nom. Il posa son bâton dans un coin et souhaita le bonjour à Durtal. « Voilà, père, je viens vous demander un peu de taffetas d'Angleterre pour ma bonne qui s'est écorché le doigt. » « Bien, jeune homme. » Le père Minet qualifiait de ce titre tous les gens de moins de 60 ans. Et en cherchant du taffetas dans ses boîtes, il dit, parlant plus à lui-même qu'à Durtal. « Comment utilisait-on cette poudre prônée par la médecine du Moyen-Âge qu'il étiquerait poudre de lamproie, parce qu'elle la fabriquait avec la tête calcinée de ce poisson ?»« Je l'ignore, » répondit Durtal. « Oui, » reprit le vieux, suivant son idée. « Cet inventaire que je dépouille d'un apothicaire de Dijon au XVe siècle est des plus curieux. Nous retrouvons là ces médicaments périmés qui avaient certainement leur raison d'être et n'empoisonnaient point, en tout cas, comme les alcaloïdes des chimistes de notre temps, mais tout n'est pas clair dans ce grimoire. Je découvre bien, parbleu, que la conserve dite Anthos n'est autre qu'une conserve de fleurs de romarin, que le goliaménin est le bol d'Arménie, mais le samanduc, qu'est-ce que c'est? À quoi servait le samanduc ?» Et il regardait Durtal en hochant la tête. Malencontreusement, pour répliquer quelque chose, Durtal lança. « Mais, père, peut-être que ces renseignements sont consignés dans un volume de la bibliothèque là-haut ?» Le vieillard eut un sursaut et il se déchaîna. « La bibliothèque !» s'écria-t-il. « Vous me la baillez belle. Est-ce que j'ai jamais pu obtenir que l'on acquît des collections de nos anciens codex et de nos antiques formulaires ? Ces volumes-là, ils sont toujours trop chers lorsque je signale leur passage dans les ventes. Trop chers, j'ai honte de le dire. Nous ne possédons même pas, nous, bénédictins, le volume de l'un de nos grands ancêtres de Saint-Maur, le dictionnaire botanique et pharmaceutique de don Nicolas Alexandre. Ça ne les intéresse pas, les pères, la pharmacie. Et leur santé, ça les intéresse-t-il ? Lorsqu'ils viennent vous demander des remèdes, ils jugent alors que la science a du bon. Enfin, est-ce que la pharmacie n'est pas une œuvre de notre ordre ? Est-ce que ce n'était pas nous, les moines, qui guérissions jadis les malades des villages fondés autour de nos abbayes ? » Durtal, qui avait déjà entendu ce réquisitoire, esquissait un mouvement de retraite, mais le vieux lui barra la route. Il allait continuer ses apostrophes quand don Romondou, le maître de chant, entra. Il serra la main de Durtal, qui exécrait en lui le redoutable braillard qu'était le chantre, mais aimait l'homme, car il avait des qualités d'amitié sûre et une franchise à laquelle on pouvait se fier. Seulement, si l'âme était aimable, le physique l'était moins. Don Ramondou était un Auvergnat redondant et jovial. Il avait une encolure de taureau, un estomac cambré sur un ventre en bombe, les yeux proéminents, glauques, sur un nez retroussé à la roxelane. Ses bas joues pendaient et d'énormes bouquets de poils roux jaillissaient des fosses des oreilles et des antres du nez. « J'ai la voix fatiguée, » dit-il au père Minet. Et comme celui-ci haussait les épaules, « Écoutez, » fit-il. Il arrondit une immense bouche et il en sortit des sifflets d'alarme. « J'ai vu dans ce journal que voici, » reprit-il, quand il eut arrêté sa machine, une annonce de pastilles destinée à tonifier les cordes vocales et à guérir l'enrouement des chanteurs. Est-ce que vous pourriez m'en procurer ? Des pastilles, s'exclama don Minet d'un ton méprisant. Des pastilles. Qu'est-ce que cela ? Des bonbons à la créosote, sans doute.
Je n'ai pas ce genre d'article, et sous aucun prétexte, je n'en débiterai. Mais si vous désirez absolument vous traiter, ce dont je ne vois pas l'utilité du reste, je vous préparerai de la limonade nitrique. Si vous croyez que j'ai envie de m'empoisonner avec vos vieilles drogues, s'écria le père Ramondou. Durtal n'en voulait pas entendre davantage, et il profita de la discussion qui se poursuivit entre les deux religieux pour gagner la porte. Chapitre 4. La maison qu'habitait Durtal était une ancienne bâtisse couleur de pierre ponce, coiffée de tuiles brunes et agrémentée de volets cachous. Elle était très simplement distribuée. Un perron branlant de 3 marches, une porte à judas de cuivre, avec sonnette à pied de biche, et derrière un corridor sur lequel s'ouvraient à droite 2 grandes pièces et à gauche 2 petites. Ces 2 dernières étaient en effet diminuées de toute la largeur de l'escalier situé entre elles et montant au premier et unique étage. Logiquement, au rez-de-chaussée, à gauche, s'étendait la salle à manger et après l'escalier, la cuisine munie d'une porte donnant sur une cour, à droite un salon et une chambre à coucher. Mais Durtal s'était installé au premier à cause de l'humidité qui suintait des murailles salpêtrées du bas. Ce premier était disposé de la même façon que le rez-de-chaussée, 2 grandes pièces à droite et 2 petites à gauche, car l'escalier, bien qu'un peu converti en échelle, continuait de grimper jusqu'au grenier, surplombant toute la maison sous le toit. Et l'ordonnance était devenue telle. En bas à gauche, en entrant, la salle à manger est devenue une chambre d'amis inoccupée, le salon une salle à manger, la chambre à coucher, la chambre de Madame Bavoil, tout près ainsi de sa cuisine. Au premier, le cabinet de travail se juxtaposait sur la salle à manger, la chambre de Durtal sur celle de Madame Bavoil. À la place de la cuisine du bas, il avait organisé un cabinet de toilette, et dans la pièce restée vide, au-dessus de la chambre d'amis, ainsi que le long du corridor, établi des rayons pour les livres qui débordaient de toutes parts. Il vivait en somme dans son cabinet de travail qui était vaste, tapissé du haut en bas de volumes. Le bon abbé Gévresin lui avait légué sa bibliothèque qui, jointe à la sienne, couvrait les cloisons de plusieurs pièces car sa chambre à coucher étageait aussi sur 2 de ses parois des amas de bouquins. Il avait vu par une fenêtre sur le jardin et sur l'église et l'abbaye, sise à quelques mètres, par une autre sur la campagne qui fuyait à perte de vue, ondulait à l'horizon en de maigres collines rougies, dans des haies de noirs échalas par les bouquets des vignes. Ce matin-là, qui était le jour de la Toussaint, le temps était gris et froid, le paysage mélancolique. Après le déjeuner, Durtal déambula avec Madame Bavoil dans le jardin pour s'entendre sur la place qu'il s'agissait de réserver à certaines fleurs commandées à Dijon et qui devaient arriver dans quelques jours. Ce jardin spacieux et enclos d'anciens murs en pierre sèche était planté de peupliers argentés, de marronniers, de cyprès, de pins de diverses essences, mais un arbre gigantesque les dominait tous, un arbre magnifique, un cèdre au feuillage bleuâtre. Il avait malheureusement opéré le vide autour de lui et tué tous les arbres trop rapprochés de ses racines ou de ses branches, si bien qu'il se dressait seul sur une terre nue, semée de ses écailles, où nulle plante, nulle fleur ne se hasardait à pousser. Ce jardin commençait devant la maison en une pelouse derrière laquelle des massifs d'arbustes et de fleurs s'enchevêtraient, coupés par de petites allées bordées de thym, mais la partie vraiment charmante était celle qui longeait les murs. Là, des ruelles serpentaient, liserées d'un côté par la muraille qu'envahissaient les saxifrages et les valérianes, qui résillaient à certaines places, les tiges pimpantes de la brionne aux fleurettes blanches et aux granules rouges. De l'autre, par de faux ébéniers, des buis énormes, des marronniers, des tilleuls et des ormes. Et pour remplacer de vieilles souches mortes, Durtal y avait inséré, l'année d'avant, des sorbiers, des cognaciers, des néfliers et quelques-uns de ces érables dont les feuilles qui semblent enduites de sang au renouveau se bronzent en vieillissant. Au printemps, des gerbes de lilas embaumaient ces sentes
et vers la fin de mai, l'on y foulait aux pieds les fleurs des marronniers et les gousses des faux ébéniers tombés. L'on y marchait ainsi que sur une moquette, tramée de blanc et de rose, et tachetée de gouttes d'or. L'été, on y vivait, à l'ombre, dans un bourdonnement d'abeilles, dans un ramage d'oiseaux jasant aux écoutes dans les taillis. L'automne, lorsque le vent soufflait, l'on entendait des bruits de mer dans les peupliers et des charges de cavalerie dans les pins. La terre mouillée, saturée de feuilles, sentait le marcassin. Les fleurs s'espaçaient, les fourrés devenaient moins drues, des branches de bois mort jonchaient le sol. On y était loin de tout, dans ces allées à brévières, ainsi que les appelait Durtal. Et elles paraissaient en effet tracées pour y méditer la vie des saints, condensée dans les leçons de ces livres. Leur charme consistait à n'avoir été ni nettoyé ni peigné. Les clairières, les routes sous bois contenaient les plantes les plus diverses apportées là, ou par les oiseaux ou par le vent, et aux saisons différentes, Durtal y pratiquait des fouilles, découvrait de ces lunelles, nommées vulgairement monnaie du pape, dont les tiges balancent de vertes rondelles marquées de points de domino par l'arrêt des graines et qui deviennent des disques de parchemin argenté en se séchant, des basiliques puant le graillon de cuisine, le roux, et aussi on ne sait quelle odeur affaiblie de mélisse et de sauge, des bourraches rugueuses et velues avec des fleurs en étoiles, d'un bleu de ciel polaire exquis, des bouillons blancs se dressant avec leurs feuilles pâles et leurs fleurs d'un jaune délavé de soufre, en forme de pagode de l'Inde, mais toutes déchiquetées, saupoudrées ainsi que d'une farine, par une chenille semblable à la croûte d'un bondon gras, une chenille qui sans arrêt les émiette et les ronge. Il y avait de tout dans ces coins abandonnés de nature. Des églantiers et des ronces, des laitrons dont les tiges, pleines d'un jus de lait de chaux, infectent les doigts qui les touchent, et des pétasites, aux feuilles monumentales, aux formes décoratives, dont les fleurs étaient pareilles aux blaireaux violacés des chardons, des fleurs d'un cri tendre, trempées dans de la lie de vin ignoble. Mais cet après-midi-là, Madame Bavoil, insensible aux délices intimes de ces allées, dit à Durtal, dès qu'ils en furent sortis, « Tout cela, c'est très joli, mais il conviendrait pourtant d'indiquer l'endroit que vous destinez à votre potager, car enfin c'est trop bête que d'être obligé d'aller jusqu'à Dijon pour acheter des légumes alors qu'on pourrait en récolter chez soi. » Mais Durtal défendait de son mieux ses massifs, tout en convenant que sa gouvernante n'avait pas tort. Ils finirent par s'accorder vaguement sur un emplacement situé au fond du jardin. Mais Madame Bavoil tirait la couverture à elle. « Elle est à moi, en outre, n'est-ce pas ?» disait-elle, « cette partie que vous avez laissée inculte. »« Jamais de la vie. C'est là où je campe la flore liturgique et le pourpris médicinal de Walfrid Strabo. »« Voyons, soyez raisonnable, notre ami. Il ne vous faut pas beaucoup d'espace pour emménager ces quelques herbes. Passez-moi la liste. Il ne va pas être difficile de déterminer la part qui leur suffit. » Durtal remit en grognant à Madame Bavoil un papier qu'il ôta de sa poche. Elle éclaircit ses lunettes en soufflant dessus et en les frottant d'un vigoureux coup de mouchoir, et elle lut. « Sauge, rue, abrotonne, cornichon, melon, absinthe, marube, fenouil, iris, livèche, cerfeuil, lys, pavot, scla, réa, menthe, chasse-puche, hache, bétoine, aigre-moine, eupatoire, euphédre, menthe de chat, radis et rose. 24 plantes, continua-t-elle en comptant sur ses doigts, et elle rit. Le chasse-puche et la menthe de chat, qu'est-ce que c'est que ces plantes? Où les trouverez-vous? Le père Minet m'a déclaré que le chasse-puche n'était autre que le plantain et la menthe de chat le népeta. Il ne sera donc pas difficile de se les procurer. Qu'est-ce qui vous fait rire? Mais je ris parce que ce jardin sera terriblement laid. Si vous acceptez la sauge tricolore que vous avez achetée et qui est très jolie avec ses feuilles roses, blanches et vertes, le pavot, l'iris, la rose, le lys, le reste de vos herbes est misérable. Ce sont des gueuses de champ. Elles seront étranglées d'ailleurs par le melon, et surtout par le cornichon qui les enlacera et les étouffera avec ses tiges qui rampent et s'évrillent.
Eh bien, raison de plus, il faut élargir le terrain pour mettre ces malheureuses fleurs à l'abri des attaques du cornichon. Pour votre courtier liturgique, Reprit madame Bavoil qui ne répondit pas à cette remarque. Il y a besoin de moins de place encore, attendu que lorsqu'une plante poussera, l'autre dépérira, puisque ces plantes ne vivent pas dans les mêmes saisons. Jamais vous n'aurez vos rangs au complet. Pourquoi dès lors perdre une étendue qu'ils ne parviendront jamais à remplir ? Durtal ne répondit rien, à son tour, à cette observation, car ce qu'il n'avouait pas à madame Bavoil, c'est qu'un essai de ce genre, il avait l'année d'avant tenté. Et les résultats s'étaient révélés lamentables. Il s'entêtait cependant dans son idée, se disant « Je reprendrai ce projet sur de nouvelles bases. La question est de dénicher des végétations vivaces, faciles à élever, pouvant, au point de vue liturgique, servir de synonyme à celles qui refusent de subsister sous ce climat très tempéré dans ce sol. Mais il s'irait pour cela de fouiller à fond la patrologie de Migne, et ce n'est pas peu de choses. En somme, ce jardin ne presse pas, reprit-il. J'ai encore besoin d'y réfléchir, nous verrons plus tard. Occupons-nous pour l'instant, madame Bavoil, de celui de Walafrid Strabo. Mais qu'est-ce que c'est à la fin que ce Strabo dont vous me rabattez les oreilles depuis des mois ? Strabo, ou Strabus, ce qui signifie le louche, est le nom, ou plutôt le surnom, d'un moine disciple de Raban-Maur, qui fut au IXe siècle abbé du monastère de Reichenau, situé dans une île du lac de Constance. Il écrivit de nombreux ouvrages, dont 2 vies de saints en vers, celle de saint Blatmec et celle de saint Mamès. Mais un seul de ses poèmes a surnagé, l'Ortulus, celui justement où il décrit le jardinet de son abbaye, ce qui m'a valu, entre parenthèses, du père Philogone Minet, lorsque je lui ai demandé quelques explications sur la propriété des espèces citées par Strabo, cette phrase mémorable « Cet auteur serait parfaitement oublié s'il n'avait composé que des poésies religieuses et des études liturgiques. Et c'est un poème pharmaceutique seul qui doit sa gloire. Vous qui vous piquez d'écrire, méditez pour votre avenir cette vérité, jeune homme. » C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, L'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.